On va faire un petit tour du côté des favoris. Valentin Paoluzzi nous attend du côté de l'Italie, championne en titre. On vient prendre la température, on vient prendre les dernières informations aussi. Valentin, comment ça se passe chez les champions d'Europe? Il est bon. Bonjour à tutti. En plus, il y a David Aiello et Sacha Tavolieri en plateau, donc on est majoritaire. C'est assez particulier. Alors, la Gazzetta, la Gazzetta dello Sport, qui est l'équivalent de l'équipe en Italie, qui d'habitude fait des éditions spéciales quand une grande compétition démarre. Je me souviens d'une Gazzetta en bleu, notamment avant l'Euro 2021. Là, a simplement titré l'Euro des rêves, et c'était un titre assez global. En fait, c'est-à-dire, on va passer un bon moment, il va y avoir du beau football. C'était pas l'Italie qui fait rêver. En petit, il y avait inscrit la France favorite et l'Italie capable d'étonner. Voilà, ça stupire. Bon, c'est ce qu'on attend plus ou moins. Faut dire aussi que le réservoir d'engouement sportif est un peu à sec après Roland Garros, où les sportifs italiens les tennisman, hommes et femmes se sont illustrés. Puis surtout, il y a eu l'Euro d'athlétisme à Rome avec le record de médailles, 24 médailles. Et on a un peu de mal, enfin 4 médailles pour l'Italie évidemment, on a un peu de mal à switcher comme ça dans la foulée, en mode dire l'Euro, la compétition estivale. Donc il y a pas forcément d'attente. C'est peut-être aussi pour pas être non plus déçu, parce que voilà, on est quand même conscient que l'Italie est certes championne d'Europe en titre, mais ça va être dur de conserver le titre. Et en termes d'ambiance, en termes d'attente, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce que la compétition sera très suivie? Est-ce que les médias en parlent beaucoup? Ou alors c'est plutôt calme? Non, bien sûr. C'est-à-dire que on parle de tous les aspects possibles, mais 3 ans, l'Italie est arrivée à l'Euro 2021 sur une énorme lancée, c'est-à-dire 28 matchs sans défaite. Là, elle a un sélectionneur, Luciano Spalletti, qui est arrivé comme ça en vitesse rapidement après la démission de Roberto Mancini en août dernier pour aller entraîner l'Arabie Saoudite. Heureusement que Spalletti est sur le marché après avoir remporté un scudetto historique à Naples. Certes, on pouvait pas rêver mieux comme sélectionneur d'équipe d'Italie, mais il n'a pas eu le temps de mettre en place son plan de jeu. Il a eu lors des derniers matchs amicaux à faire des ajustements tactiques, si bien que c'est compliqué en fait même de définir l'équipe type à l'heure actuelle de l'Italie. Il y a peut-être encore 4 ou 5 otages dans le 11 type, c'est beaucoup. Puis il y a aussi un groupe relevé, parce qu'on a l'Espagne et la Croatie qui font pas partie du premier groupe de favoris, mais qui font partie du deuxième groupe de favoris. Et puis le troisième adversaire de l'équipe d'Italie, c'est l'Albanie qui a remporté son groupe de qualification devant la Pologne et la République tchèque. Très, très difficile à jouer, qui a beaucoup de joueurs qui évoluent en Serie A, donc qui connaît très bien évidemment la nationale. Et voilà, on est encore un peu dans le flou, on se projette pas, c'est plus de la curiosité, voilà, on attend de voir. Merci Valentin Paoluzzi du côté de l'Italie. Vous avez peut-être vu sur votre écran apparaître une compo type de l'Italie. On va faire un petit point peut-être avec Romain. Oui, exactement. Il y avait toutes les compos types, en tout cas les compos possibles en début de tournoi. C'était dans l'équipe du jour, donc on a repris celle de l'Italie. Alors on ne dit pas absolument que ce sera celle-là pendant les 3 matchs de préparation, les 3 matchs de phase de groupe plutôt. Mais regardez cette équipe, donc on est plutôt en gros sur un 3-5-2 ou sur un 3-4-3, appelez ça comme vous voulez. Donc avec notamment le gardien du Paris Saint-Germain, Donnarumma, dans le but, donc je ne vais pas faire les 11, mais voilà. Et le trio d'attaque, Scamacca, Chiesa et Fratesi. Elle vous plaît? Qui met une pièce sur cette équipe d'Italie? Non. J'y arrive pas. Waouh! Personne. Regardez le groupe. Personne ne met de pièce sur cette équipe. Qui met une pièce sur l'Italie qui sort du groupe? Non, mais en plus, contrairement à ce qui s'est passé en 2021, où ils étaient arrivés, certes, pas forcément en tant que favori, mais en tout cas avec une dynamique complètement différente. Là, tu sens bien qu'il y a, comme l'a rappelé Valentin, en fait, tu as beaucoup d'interrogations, il n'y a aucune certitude. Donc, c'est pas du tout autant. Voilà, le seul point commun avec 2021, c'est le fait que tu arrives sur la pointe d'épée. Mais à part ça, je vois pas, quoi. Après, c'est une équipe qui se construit pendant un tournoi. L'Italie, la grande force de l'Italie, c'est qu'elle démarre généralement piano. Et puis ensuite, qui va sano et va lontano, comme on dit. Ça veut dire qu'ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. Il y a des jeunes éléments dans cette équipe d'Italie qui sont vraiment très talentueux. Je pense notamment à Bastoni. Je ne dis pas ça parce que je suis supporter de l'Inter, mais je le trouve très très bon. Et je pense qu'il peut vraiment, ça peut être son tournoi. Donc il y a des joueurs qui peuvent aussi se révéler. Et puis sur la partie offensive, on attend quand même énormément d'un homme qui avait été excellent durant l'Euro 2020, c'est Federico Chiesa. Bien sûr. On va prendre la direction de l'Espagne, on reste dans ce groupe B. C'est un autre cadre qui va affronter l'Italie aussi dans cette phase de groupe avec Antoine Simono au Laquetal déjà, c'est très important. Et ensuite, donne-nous un petit peu, Buenas tardes, bien sûr. Donne-nous un petit peu les infos, les dernières infos, les tendances, l'ambiance. Raconte-nous, comment ça se passe en Espagne?
Alors, il n'y a pas du tout d'engouement, Virginie. Que ce soit chez les spécialistes ou les Espagnols, on est assez pessimiste et on voit la Roja atteindre, aller au mieux, les quarts de finale et encore. Mais après, c'est pas nouveau ce peu d'engouement ou ce peu d'attente autour de la sélection espagnole, car hormis la génération dorée des Xavi, Iniesta, Ramos, Xavi Alonso, Torres, qui avaient tout raflé de 2008 à 2012 avec 2 euros et une Coupe du Monde. La sélection espagnole, elle n'a jamais suscité d'engouement particulier, d'adhésion totale chez les Espagnols, parce que les Espagnols, il y a une chose qui est très claire, ce sont avant tout des supporters de club. Voilà, donc leur club passe toujours avant la sélection. Et puis les Espagnols ont du mal à croire finalement aussi à cette sélection et surtout à s'identifier, parce que pour elles, elle manque de leaders un peu charismatiques. Elle manque aussi un peu de talent, même s'il y a pour moi quand même des très bons joueurs. Mais pour eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas des joueurs de top niveau mondial comme peut l'avoir par exemple l'équipe de France ou l'Angleterre, voire l'Allemagne. Voilà, donc en gros, leurs espoirs aux Espagnols, ils reposent sur 2 gamins. Lamine Yamal, qui sera le seul mineur de la compétition et qui devrait d'ailleurs être le plus jeune joueur à participer à un championnat d'Europe dans l'histoire, et à 16 ans et 11 mois. Et puis sur Nico Williams, l'autre ailier de cette sélection qui a que 21 ans, l'ailier de Bilbao. Voilà, et puis il y a un dernier point aussi pour montrer finalement ce peu d'intérêt pour la compétition et la sélection, c'est qu'il y a un vrai rejet aussi autour du sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, qu'on trouve pas assez charismatique. Voilà, on a du mal à sa personnalité comme son profil ont du mal à convaincre les Espagnols. Donc voilà, c'est un Euro pas vraiment attendu, et si les Espagnols veulent y croire, il faudra que la sélection fasse de très très belles choses. Voilà. Oui, Antoine, bonjour, c'est Pierre Niguet. J'ai juste une question rapide sur la charnière centrale, parce que j'ai évidemment moins suivi que toi les convocations. Tu nous confirmes que ça va bien être les 2 Français, le Normand et Laporte, qui vont être titulaires? Je suis assez surpris de cette charnière que l'on annonce. C'est pas contre eux. Non, mais des Français. Est-ce que tu nous confirmes que c'est cette charnière qui va jouer titulaire? Salut Pierre. Alors, normalement, c'est cette charnière qui va être titulaire, puisque c'est celle qu'a utilisé Luis de la Fuente sur les derniers mois. Mais Laporte a des soucis musculaires, donc il est out pour le match de demain de l'Espagne face à la Croatie à 18h. Donc ça va être Nacho, qui a été rappelé de dernière minute, qui n'entrait plus dans les plans des sélectionneurs depuis de nombreuses années, qui vient d'être champion d'Europe avec le Real Madrid et qui va être titularisé avec le Normand. Mais voilà, un autre aspect aussi, Pierre, tu le soulignes, qui fait qu'on n'y croit pas vraiment, c'est la charnière Laporte-le Normand, elle est fait pas rêver. Quand ils ont eu Ramos, Piqué, Puyol, on se dit qu'on a perdu quand même en qualité. Merci Antoine Simoneau pour toutes ces petites précisions précieuses. Voilà pour l'Espagne. Place à la Belgique maintenant. Sacha est là, Sacha Tavolieri. Il nous a rejoint sur le plateau, il nous fait le plaisir d'être dans les locaux. Comment tu les sens, tes Diables Rouges, Sacha? En soi, le groupe, franchement, comme on dit, vit bien, dans le sens où... ça commence à mal. Bon, tu vas aller sur le banc, là. Ça commence très mal. Non, honnêtement... Pas de langue de bois ici. Hein. Non, mais je vais reprendre une phrase qui avait été donnée par le joueur d'Everton, Amadou Onana. Il dit... Le groupe qui ira le plus loin, c'est sans doute celui qui sera le plus soudé. Et c'est sans doute ce qu'ils sont en train de créer sous, évidemment, l'impulsion de Domenico Tedesco. Il y a véritablement une envie, un engouement, aussi une espèce de puissance et d'envie de travailler ensemble, d'être ensemble. C'est un groupe qui est quelque part à la frontière entre les 2 chemins. Il y a une ancienne génération qui est là pour épauler une nouvelle. Et donc, c'est vraiment un tournoi de transition pour la Belgique. Donc, quelque part, les attentes, elles ne sont pas si hautes qu'on peut le penser. Je pense qu'en Belgique, la majorité des gens s'accordent à dire qu'un quart de finale est une véritable réussite. On sait qu'ensuite, il y aura des gros morceaux, potentiellement l'Espagne, si on regarde le bracket, et la France aussi. Donc, il s'agit d'abord, quelque part, de valider toutes les bonnes choses qu'on a vues en qualification et voir si Domenico Tedesco arrivera techniquement et en tant qu'entraîneur à impulser quelque chose de nouveau. Comment on les place? Outsider, favori? Non, ce ne sont certainement pas des favoris. Ah, ça, c'est évident. Effectivement, il y a des joueurs de haut calibre comme Kevin De Bruyne. Mais aujourd'hui, quand on regarde le secteur défensif, c'est celui qui fait le plus peur à la Belgique. Il faut savoir qu'au moment où on se parle, donc Axel Witsel n'a pas pris part aujourd'hui à l'entraînement. Il a été ménagé parce qu'il est blessé. Il faut rappeler également que Thomas Meunier s'est blessé lors du dernier match de préparation. Il est out complètement ou... Non, il n'est pas out complètement. Il devrait revenir durant le tournoi. Okay. Mais si on ajoute à ça que Arthur Théâtre, le défenseur
défenseur du Stade Rennais n'est pas là et ne jouera pas contre la Slovaquie, et Jan Vertonghen, Ça fait beaucoup. ça fait 4 joueurs. Ça Il fait est 4 forfait pour joueurs. toute la compétition, Théâtre, ou il va quand même y être, mais jouer après? Voilà, il devrait être présent lors du match le 22 juin prochain contre la Roumanie. Parce qu'il s'est blessé en fin de saison, là. Ouais, il s'est blessé et effectivement c'était une grosse inquiétude, mais il est en train de revenir et effectivement en fait le ligament d'Arthur il a un peu pété et le souci c'est qu'il faut plus de temps quand le ligament est touché pour revenir. Donc fin de la phase de groupe, logiquement ça devrait être le bon moment. Quand on t'écoute, quand on voit la Belgique qu'on a suivie il y a quelques années, qui était favorite pour gagner les Coupes du Monde, Oui. on en est à se dire que c'est grave qu'Arthur Théâtre n'est pas titulaire avec la Belgique. Oui, Non, c'est mais vrai. c'est pas conclu, mais on a suivi la c'est saison vrai, de Rennes. bien Il n'a sûr. pas toujours été titulaire avec Rennes. Il a parfois été un petit peu bousculé par son entraîneur Julien Stéphan ou avant Bruno Genesio. Et là, tu es en train de nous expliquer, évidemment, moi je te suis, je te crois, dire ah là là, Arthur Théâtre n'est pas forcément là. Je vois que Aurel Mangala, qui a dû jouer 15 minutes avec Lyon cette saison, est titulaire avec cette Belgique. Voilà, moi, de l'extérieur, avec beaucoup moins de qualifications que toi, je me dis que c'est effectivement une équipe qui est un peu rétrogradée dans la hiérarchie. Quand même. Oui, elle a rétrogradé dans la hiérarchie, mais aujourd'hui la force, alors que Roberto Martinez avait misé sur l'individuel, elle est vraiment sur le collectif. Ce qui est intéressant quand on met Aurel Mangala en tant que titulaire, c'est qu'on va chercher sa force la plus importante, sa capacité à justement récupérer des ballons et sans mouvement, et surtout à se mettre dans l'ombre pour permettre à un milieu de terrain qui lui a besoin de lumière, c'est-à-dire Amadou Onana, de se mettre en avant. Mais Donc il y a une forme de complémentarité dans cet Il a effectif. récupéré du rythme parce que comme Pierre l'a rappelé, c'est un joueur qu'on n'a pas vu cette saison, quoi. Amadou Aurel Mangala a joué tout le match contre le Luxembourg, donc 90 minutes. Après, logiquement, voilà, il devrait être titulaire aussi contre la Slovaquie. Donc, c'est un joueur sur lequel il faut compter. Bien sûr, je comprends les étonnements parce qu'il faut dire ce qui est. Il était arrivé pour être titulaire. Tolisso lui a pris sa place. Donc, à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Mais dans ce collectif-là, je vous invite quand même à ne pas analyser de la même manière qu'à l'Olympique Lyonnais. C'est intéressant.